Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence West Digital. Pendant une demi-heure, parfois plus, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale. Savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler de publicité payante sur les réseaux sociaux. Quelles sont les plateformes existantes et surtout, quelles sont leurs subtilités ? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce 28e épisode du pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler de social ads ou de publicité payante sur les réseaux sociaux. On en a déjà parlé en début d'année, mais cette fois-ci, on va adopter un angle un peu différent. Donc je vais vous présenter ça dans 2 secondes, juste le temps d'introduire Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Tu vas bien ? Ça va, très très bien, c'est le printemps. C'est vrai, il fait très beau aujourd'hui. Passé cette interlude météo, du coup, nous avons eu l'idée de cet épisode. Donc, comme je vous disais, en fait, un peu suite à notre épisode sur comment utiliser la publicité sur les réseaux sociaux dans le but de développer sa visibilité qu'on avait fait en début d'année. Donc, qui était sorti en février, même pour être plus précis. Et un peu aussi dans un second temps, suite à notre épisode du mois passé sur les outils de programmation et leur subtilité. En fait, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire sur les social ads et les différentes plateformes qui existent et leur subtilité à elles aussi. Donc voilà, en gros. Si vous avez écouté notre premier épisode sur les social ads, ce que je vous conseille, puisque du coup ils seront fortement liés l'un à l'autre. L'épisode 25 d'ailleurs. Ouais, ça doit être ça. Je l'ai noté avant. Très bien. Quelle mémoire. Donc oui, donc je disais, si vous avez écouté cet épisode sur les social ads, vous savez que pour percer sur les réseaux sociaux, il devient nécessaire donc d'avoir un budget dédié à la publicité. Mais vous savez aussi peut-être que ces outils ne sont pas toujours si simples à utiliser et que bien évidemment, ils ont tous un fonctionnement différent avec des subtilités qui leur sont propres. Donc Brian va nous parler de tout ça aujourd'hui, nous partager son expérience sur le sujet, ses casseroles et ses découvertes. C'est parti ? C'est parti. Ok, alors juste rapidement, pour les personnes qui n'auraient pas écouté notre premier épisode, histoire de remettre un peu de contexte, est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle quand on parle de publicité payante ou de social ads sur les réseaux sociaux ? Alors, on parle de le fait d'acheter de la visibilité auprès d'une audience. On se rend visible auprès d'un public qu'on a identifié. Et donc, ça passe par le fait de rémunérer la plateforme pour être visible auprès de son audience. Un exemple, qu'on avait pris d'ailleurs dans l'épisode 25, je suis un glacier, je vends des glaces en Bretagne, je veux toucher des personnes qui sont intéressées par les glaces et qui vivent en Bretagne. Et pour ça, je vais rémunérer Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, la plateforme que j'ai choisie, pour être visible auprès de ces personnes-là. Donc voilà, c'est vraiment tout l'inverse de l'organique, puisque là, on va payer pour être visible. Voilà, et c'est vrai qu'on en parlait dans l'épisode 25. On a eu un petit moment sur l'épisode 25 où on a dit attention, ne pensez pas que chaque plateforme de réseaux sociaux, chaque réseau social qui propose la publicité a un fonctionnement strictement identique. On avait pris des exemples, on avait pris 3. Et c'est vrai que suite à ça, en fait, on a fait un épisode sur les subtilités des outils de programmation. Et on s'est dit qu'on pourrait faire la même chose pour les social ads, parce qu'en fait, les subtilités entre les plateformes de réseaux sociaux, il en existe énormément. Alors, je ne vais pas pour toutes les aborder, mais j'en ai listé quand même déjà beaucoup. Ça permettra aux personnes qui ont commencé à aller sur les social ads, qui en font peut-être déjà même de manière très fréquente, mais qui veulent peut-être tester d'autres plateformes, d'avoir à l'esprit en fait ce qui va changer par exemple entre Facebook et LinkedIn, ou ce qui va changer entre Twitter et TikTok, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Ouais, absolument. Et puis ça va peut-être aussi aiguiller les personnes qui ont envie d'y aller et qui veulent se border avant d'y aller. Oui, exactement, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire si toutes les plateformes de réseaux sociaux
proposent de faire de la publicité payante, ou est-ce qu'il y en a qui ne le proposent pas ? À ma connaissance, oui, toutes les plateformes en proposent. Il y a déjà une première subtilité, c'est que toutes les plateformes en proposent, mais elles ne portent pas le même nom. C'est-à-dire que, nous, on va faire très simple, on va parler de régie publicitaire sur les réseaux sociaux, on peut parler même de régie sociale, ça c'est le nom un peu générique, mais chaque plateforme va avoir un nom bien spécifique. Par exemple, pour Facebook et Instagram, on va parler du Business Manager, qui va être l'outil chapeau qui va permettre de lier toutes ces ressources, son pixel, ses pages, etc. Pour LinkedIn, ça s'appelle pas un Business Manager. Il y a beaucoup de personnes qui l'appellent comme ça, mais c'est un Campaign Manager. Pour TikTok, c'est un centre d'affaires qui est lié à un Ad Manager. Pour Pinterest, on parle du Business Hub. Tout ça c'est la même chose, mais déjà les noms entre les plateformes vont différer et je pense que c'est important de savoir à quoi on fait référence à chaque fois. Globalement, quand on parle du Business Manager pour Facebook ou du Business Center pour TikTok, on parle de la régie publicitaire, la régie qui permet de faire de la publicité sur le réseau social en question. Très bien, merci pour ces précisions. Et est-ce que, je ne sais pas si tu as des chiffres sur ça ou pas, ou juste des choses que tu as pu lire, est-ce que il y en a certaines qui sont plus couramment utilisées par les marques que d'autres qui sont peut-être encore un peu délaissées ou pas ? Alors, j'ai pas de chiffres précis en tête parce qu'il faudrait que je fasse quelques recherches, mais ça doit se trouver assez facilement. En tout cas, ce que nous on voit par rapport aux demandes qu'on a chez nos clients, c'est que clairement aujourd'hui, le Business Manager et Facebook, c'est une des plateformes qui est la plus utilisée pour faire de la publicité. On en reparlera après, mais il y a plusieurs raisons, notamment le budget qu'on peut dépenser sur la plateforme qui est assez bas, qui la rend du coup accessible. Et depuis quelques mois, on a aussi une forte demande sur LinkedIn, qui est une plateforme publicitaire, une régie publicitaire qui prend une forte maturité. Et là, on voit aussi beaucoup percer TikTok, donc avec le Business Center de TikTok, qui propose des choses assez folles. D'ailleurs, on en reparlera après. Ça marche. Eh ben, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Alors, pour une entreprise qui souhaite se lancer donc, dans les social ads, est-ce qu'il faut faire de la publicité payante sur toutes les plateformes ou est-ce que on va devoir choisir ? Alors, si on parle au 26 mai ou 26 avril, on est le 26 avril, pardon, on enregistre le 26 avril, au 26 avril, ma réponse est non. On n'est pas obligé d'aller partout. Je précise la date parce qu'il n'est pas impossible que dans quelques mois, je dise un peu l'inverse. J'y reviendrai après. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'aller partout pour faire de la publicité, pour deux raisons. D'abord, avant de faire de la publicité, est-ce que votre cible sur le réseau social en question, elle est stratégique ou pas pour vous ? Je prends un exemple. On a un client aujourd'hui pour lequel on fait de la publicité pour lui sur LinkedIn et sur TikTok. Il a deux cibles très différentes. Sur LinkedIn, il va aller chercher plutôt les acteurs de sa filière et sur TikTok, des étudiants et des étudiantes. Il est aussi présent sur Twitter, mais on ne fait pas du tout de publicité pour lui sur Twitter parce qu'en fait, aujourd'hui, sa cible sur Twitter, elle est un peu moins stratégique. Il faut qu'il soit présent sur Twitter pour des questions plutôt d'influence, mais il n'a pas d'intérêt à le faire parce que ce n'est pas sa cible stratégique. À l'inverse, on a un client pour lequel on va faire de la pub sur Twitter parce qu'il a un potentiel énorme et sa cible est sur Twitter, alors qu'on va peut-être pas forcément le faire sur LinkedIn. Donc la première raison, c'est est-ce que la cible à laquelle je m'adresse sur le réseau en question, elle est stratégique pour moi compte tenu de mon activité ? Ça, c'est le premier point. Puis après, il y a la question plus terre à terre du budget. Et ça va permettre aussi de faire des choix, notamment quand on va devoir prioriser les plateformes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque régie pub a un budget minimum qui diffère. Par exemple, sur Facebook, Instagram, Twitter ou Pinterest, on peut se lancer avec 1 € par jour et par campagne. Ce qui fait que c'est assez accessible. A l'inverse, LinkedIn, on est à 10 € par jour et par campagne. Et TikTok, on est à 50 € par jour et par campagne. Donc, je dirais que la question budgétaire aussi, elle va jouer énormément dans le choix de la régie pub. Je le mets en deux parce que pour moi, la question clé, c'est déjà la cible. Mais le budget en fait aussi partie. Pourquoi je précisais que ma réponse, elle dépend de la date du jour, c'est qu'on voit quand même que plus on avance, plus on a besoin d'avoir un budget publicitaire pour réussir sur le réseau sur lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se lancer sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, enfin TikTok c'est encore différent, mais sur des réseaux plus traditionnels, c'est très difficile de percer si on n'a pas de budget publicitaire. C'est-à-dire que si on se lance
de A à Z, voilà, from scratch, on débute. C'est quand même très compliqué de devenir visible sans publicité aujourd'hui. Et ça, on en parlait d'ailleurs dans l'épisode 25. Donc, je dirais que dans les mois à venir, peut-être qu'on sera obligé, pour tous les réseaux sur lesquels on sera présent, d'avoir un budget publicitaire qui sera plus ou moins important en fonction de ses cibles, par exemple. Voilà ma réponse sur faut-il en faire partout. Très bien. Est-ce que du coup, tu disais que donc, Facebook, c'était un peu la plateforme sur laquelle on privilégiait du coup, de se lancer pour les social ads. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup un petit peu du business manager et de ses subtilités Sur le business manager, on a pas mal de subtilités. Déjà, on a des subtilités entre Facebook et Instagram, qui sont tous les deux dans le business manager, mais qui ont déjà eux-mêmes des subtilités entre elles. Il y en a une, moi qui m'a frappé la première fois, on a commencé à faire de la pub sur Instagram, c'est que sur Business Manager, tu peux par exemple sponsoriser un post Facebook qui a été programmé depuis Facebook ou le Creator Studio, alors que sur Instagram, on parle bien de la même maison, tu ne peux pas sponsoriser un post s'il n'est pas encore sorti sur ton compte. Ouais, même s'il est programmé sur le Creator Studio, mais qu'il n'est pas sorti sur le compte, tu ne peux pas sponsoriser. Exactement. Alors ça, déjà, c'est quand même... au sein même du même outil, on a déjà une grosse subtilité, un truc qui est très très relou. Mais on a des trucs qui sont très pratiques, qu'on ne va pas retrouver sur d'autres plateformes. Je pense notamment à la question du ciblage géographique. Sur Facebook, il y a un truc qui est très pratique, c'est qu'on peut cibler, en partant d'une adresse, d'une ville, d'une région, des personnes dans un rayon donné. Tu vois, on peut dire par exemple, autour du 13 rue de la Rabotière, qui est une super adresse, l'adresse des bureaux d'Oise Digital, je veux cibler des personnes qui résident dans un rayon de 1 km, 2 km, 5 km, 10 km. Ça, c'est vachement intéressant. Surtout, notamment quand on est à un restaurant, par exemple. Ce ciblage par rayonnage, on ne va pas pouvoir le faire, par exemple, sur LinkedIn ou sur TikTok ou sur Twitter. Sur LinkedIn ou sur TikTok, on est obligé de cibler... alors, c'est encore différent d'ailleurs sur TikTok, mais sur LinkedIn, on va devoir choisir une ville, un département, une région ou un pays. Sur TikTok, on va devoir choisir une région ou un pays. Donc on n'aura pas système de rayonnage. Donc on a un ciblage un peu moins précis d'un point de vue géographique. Chose qu'on pourra faire sur Facebook. Donc là, tu vois déjà, même sur le ciblage, Facebook, on a des grosses différences. Et puis, je dirais qu'il y a une autre grosse différence entre notamment le Business Manager Facebook et ce qu'on va pouvoir faire sur LinkedIn, c'est la structuration des campagnes. Tu vois, sur Facebook, on va avoir une structuration en 3 niveaux. Campagne, ensemble de publicité, publicité. C'est une structuration d'ailleurs qu'on va retrouver sur TikTok, sur Twitter, sur Pinterest, en 3 niveaux. Alors que sur LinkedIn, on va avoir 2 niveaux. Campagne, publicité. Et c'est au niveau de ta campagne où tu vas choisir ton format publicitaire, ton placement, ton audience et après tes publicités. Donc on va être sur LinkedIn, on va être un peu plus rigide dans ce qu'on va pouvoir faire en termes de conception de campagne. Et ça, c'est aussi une grosse différence entre ce qu'on va avoir sur Facebook et sur LinkedIn, par exemple. Donc des subtilités comme ça, il y en a plein, en fait, quand on commence à creuser. Et je dirais qu'en fait, il y a des subtilités à 3 grandes étapes des social ads. Il y a des subtilités déjà au niveau de la création du compte publicitaire. Il y a des subtilités au niveau de la configuration des campagnes, ce qu'on peut faire, pas faire. Par exemple, l'histoire des 2-3 niveaux là, dont je viens de parler. Et il y a des subtilités même dans la gestion opérationnelle des campagnes. Tu vois, par exemple, on va avoir des indicateurs qu'on va pouvoir retrouver sur Facebook qui ne seront pas présentés de la même manière sur TikTok, Pinterest ou LinkedIn. Donc quelle que soit l'étape à laquelle on se trouve quand on fait nos social ads, on va avoir à chaque fois des petites subtilités, des trucs que tu peux faire sur Facebook mais pas sur LinkedIn, que tu peux faire sur LinkedIn mais pas sur Twitter, etc. Donc tu peux pas te dire la manière dont je gère mes social ads, c'est la même d'une plateforme à une autre. Il y a, je dirais, des grands principes, les audiences, les placements, les publicités, etc. Mais après, quand tu mets les mains dans le cambouis, dans le concret, là tu vas avoir directement des grosses différences. Ça marche. Est-ce que tu aurais du coup, pour passer à une autre plateforme, des subtilités à nous présenter, d'autres que tu n'aurais pas présentées pour LinkedIn, pour le Campaign Manager ? Ouais, alors sur LinkedIn, il y a des choses, on en découvre d'ailleurs tous les jours, parce que LinkedIn, c'est une plateforme qui évolue énormément en ce moment. Enfin, ne serait-ce que l'interface des publicités sur LinkedIn a changé je ne sais pas si c'était le mois dernier, mais ça a changé depuis le début de l'année 2022.
Donc rien que sur l'ergonomie, ça a beaucoup évolué. Sur LinkedIn, il y a plein de subtilités. Déjà, tu ne peux pas faire de campagne sans page LinkedIn. Ce que tu peux faire notamment pour Instagram ou TikTok. Tu peux faire de la pub sur Instagram et TikTok sans compte. Sur LinkedIn, c'est pas possible. Il te faut forcément une page. Et comme il te faut forcément une page, il vaut mieux que ta page elle soit active. Parce qu'une personne du coup qui va voir ta pub, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir aussi la page, ce qu'elle raconte en organique. Donc ça, c'est déjà un point qui n'est pas négligeable quand on veut faire de la pub sur LinkedIn. Deuxième point, sur LinkedIn, si tu as 2 pages, on a le cas chez nos clients où il y a un groupe et plusieurs filiales, donc il y a souvent plusieurs pages. Une page égale un compte publicitaire. Et donc, à chaque fois, il faut recréer un compte, le reconfigurer, recréer les audiences dans le compte, etc. Et ça, c'est pareil. C'est pas négligeable en termes de gestion. Autre point, sur LinkedIn, ce qu'on va pas forcément retrouver, notamment sur Facebook ou sur... alors Twitter, c'est différent, mais sur Facebook et Instagram, c'est que sur LinkedIn, tu ne peux pas sponsoriser une publication qui fait plus de 600 caractères. Toi, donc tu te dis, oh non, mais sur Facebook, j'ai pas trop de limites. En fait, sur LinkedIn, tu as des limites. C'est 600 caractères maximum dans le texte d'accroche. Pareil, sur LinkedIn, chose qu'on ne retrouve pas sur Facebook et Instagram, tu peux pas sponsoriser un post qui a plus de 4 emojis. Donc, tu vois, c'est des trucs... très vite, tu vas vite un peu t'arracher les cheveux. Et tout ça, tu peux le découvrir que quand tu le fais. Ou alors quand tu travailles avec une agence ou un spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, j'en parlais un peu en préambule, mais sur LinkedIn, une grosse différence avec notamment Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, c'est le budget minimum. En fait, LinkedIn, c'est forcément 100 € par campagne et 10 € par jour. Donc, voilà, si tu n'as pas ça au minimum, tu ne peux pas faire de publicité. Alors que sur Facebook, tu peux débuter avec 1 € par jour, c'est-à-dire 30 € par mois. Là, on voit bien que sur LinkedIn, le prix plancher, c'est 100 €. Et encore, avec 100 €, tu ne fais pas grand-chose. Donc, voilà, le budget à allouer sur LinkedIn, il est beaucoup plus important. À l'inverse, il y a quand même des choses qui sont hyper intéressantes sur LinkedIn. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, si c'est hyper cher, personne va avoir envie d'y aller. Bah ouais, mais il y a des trucs qui sont hyper intéressants. Il y a notamment sur le ciblage qu'on va retrouver sur LinkedIn, qu'on ne retrouve pas sur d'autres plateformes. Ce qui nous vaut d'ailleurs beaucoup de pédagogie à faire avec nos clients. J'ai un cas récent d'ailleurs. Sur LinkedIn, tu peux cibler des personnes qui étudient dans une école. Donc, par exemple... Dans une école précise. Une école précise. Ok. Tu peux cibler des gens qui étudient à Sciences Com, à Audencia, à CESI, etc. Ça, c'est extrêmement puissant, parce que tu te dis, moi, je suis une entreprise, j'ai du mal à recruter. Je sais que la plupart des personnes que je recrute, les profils juniors, sortent de telle école. Tu peux avoir 15-20 écoles que tu peux sourcer sur LinkedIn, d'ailleurs. Eh bien, tu vas pouvoir, derrière, cibler les étudiants qui sont actuellement dans cette école. Donc, en termes à la fois de marque employeur, mais même de recrutement, c'est hyper intéressant. Tu peux même cibler les personnes qui sortent de l'école et qui sont diplômées depuis 2 ans. Ouais. Ça, par exemple, on ne peut pas le faire sur TikTok. Parce qu'on a un client qu'on accompagne sur LinkedIn et TikTok et qui nous dit je voudrais cibler les jeunes qui sont dans telle école. Et comme il sait qu'on le fait sur LinkedIn, il pense qu'on le fait sur TikTok. Or, c'est pas possible. Donc, il faut travailler différemment sur TikTok. Et ça, par exemple, c'est un atout qui est hyper intéressant. Il y a un deuxième truc sur LinkedIn que je trouve fascinant, c'est que tu peux cibler les salariés d'une entreprise en particulier. On le fait très souvent pour des clients. On l'a fait notamment récemment pour un client qui nous dit nous, on travaille avec en fait, des filiales et leurs clients. Et donc, on a une liste de 40 entreprises qui sont nos clients. Et on veut communiquer régulièrement sur nos actualités. Création d'entreprise, recrutement, etc., auprès de nos clients finaux, finalement. On a déterminé la liste des 40 entreprises et on cible systématiquement les personnes qui travaillent dans ces boîtes-là. Et ça, c'est pareil, tu ne peux pas forcément le faire sur d'autres plateformes. Donc, oui, LinkedIn, c'est plus cher, c'est un peu plus rigide, c'est un peu plus contraignant. Mais tu as des choses que tu peux faire sur LinkedIn que tu ne pourras jamais faire ailleurs. Et honnêtement, LinkedIn, moi, au début, je me souviens, quand je faisais de la pub, je trouvais ça un peu pénible parce qu'il y avait vraiment beaucoup de contraintes. Et au final, plus ça avance et plus je me dis qu'il y a quand même un potentiel qui est assez énorme sur LinkedIn, sachant que maintenant même on peut même faire des campagnes de candidature où tu peux essayer de faire en sorte de générer des candidatures quand tu as un problème de recrutement. Et ça, tu peux le faire aussi directement avec le campaign manager.
tu pouvais peut-être pas forcément faire il y a quelques années, et là aujourd'hui tu peux le faire et ça marche assez bien. Donc voilà, il y a des choses, enfin chaque régie a un peu ses contraintes, mais généralement quand il y a une contrainte, il y a quand même un avantage. TikTok c'est pareil, tu vois. On parlait de la contrainte des 50 € par jour, c'est quand même une grosse contrainte pour beaucoup de personnes, ça représente un budget quand même. C'est-à-dire que si tu veux faire de la pub en continu sur TikTok, c'est minimum 50 x 30, 1500 par mois. Donc voilà, c'est quand même... Oui. C'est quand même pas grosse... négligeable. C'est pas négligeable. À l'inverse, sur TikTok, tu as des trucs que tu ne peux faire que sur TikTok. Il y a un truc, moi, que je trouve génial sur la régie pub de TikTok, c'est que tu peux donc faire déjà de la publicité sans compte. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir sponsoriser des posts qui ont été faits par n'importe qui. Ça veut dire que demain, West Digital, qui a un compte TikTok, bon, c'est pour du test, donc allez pas le suivre pour l'instant, mais West Digital pourrait potentiellement ne pas avoir de compte, mais sponsoriser des vidéos que Gwen a fait sur son profil perso. Voilà. Et ça, tu ne peux le faire que sur TikTok. Ça veut dire que pour faire des campagnes d'UGC, imaginons une marque qui vend des brosses à dents éco-responsables. Je reviens à l'épisode qu'on a fait avec Emmanuel sur J'aime mes dents. Eh bien, on pourrait imaginer que J'aime mes dents ne soit pas du tout présent sur TikTok, mais que tous les utilisateurs et utilisatrices qui vont parler de leurs produits, eh bien, J'aime mes dents viennent sponsoriser ces vidéos-là pour les rendre encore plus visibles et donc faire porter le message par un tiers. Et donc TikTok appelle ça les Spark Ads, et ça, je trouve ça extrêmement puissant. Et à ma connaissance, il n'y a que TikTok qui le propose. Oui. Il y a un autre truc que fait TikTok, dont pourrait d'ailleurs bien s'inspirer un jour Instagram, c'est ce qu'ils appellent... Alors attends, je l'ai noté parce que moi je connais le terme technique qui sont les smart pages, pardon. Et TikTok, ils appellent ça les pages instantanées. Voilà. C'est quoi une page instantanée ? En gros, tu sponsorises une vidéo TikTok, et derrière, en fait, tu vas proposer à l'utilisateur, en cliquant sur un bouton, d'accéder à une landing page qui est directement hébergée sur TikTok. Okay. Tu pourrais imaginer, du coup, sponsoriser une vidéo où où la marque parle de je recrute 100 personnes dans les 6 mois à venir, et plutôt que de renvoyer vers le site internet, tu sais, qui rame un peu, qui n'est pas adapté sur le mobile, où c'est compliqué de trouver les offres en cours, en fait, tu crées une page instantanée sur TikTok qui recense toutes les offres d'emploi et un bouton directement pour postuler directement sur TikTok sans jamais sortir. C'est un peu comme si TikTok proposait une forme de Linktree directement en TikTok, quoi. Et ça, c'est quand même assez intéressant, et on ne le retrouve pas sur d'autres plateformes. Très bien. Je voulais te poser une question, parce que tout à l'heure, tu as rapidement évoqué le sujet. Tu disais que pour faire de la publicité sur Instagram, on n'avait pas forcément besoin d'avoir de compte Instagram. Mais du coup, bon, je connais la réponse, mais il faut quand même avoir une page Facebook. Oui, tu peux pas ni avoir de page Facebook, ni de compte Instagram, et arriver et faire de la publicité. Ouais. C'est ça. En fait, aujourd'hui, il te faut une page Facebook. Et tu peux dire, donc je fais une publicité sur Facebook et je la place aussi sur Instagram. Et dans ce cas-là, ta publicité, elle sera présentée comme en reprenant le logo de ta page Facebook, le nom de ta page Facebook. Et par contre, l'utilisateur ne pourra pas cliquer sur le nom de l'émetteur de la publicité parce qu'il n'a pas de compte. Mais tu vas pouvoir annoncer quand même quelque chose sur Instagram, sur le placement Instagram depuis ta page Facebook. On le fait pour certains clients qui ne sont pas encore sur Instagram parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, ils n'ont pas de photos, ils n'ont pas de stratégie éditoriale, mais ils savent qu'une partie de leur audience y est présente. Je pense notamment aux offices de tourisme. Ils sont très présents sur Facebook parce que ça fait des années, ça fonctionne bien, c'est logique pour eux d'y être. Mais sauf qu'aujourd'hui, on leur dit, mais l'audience sur Instagram aussi, elle correspond à celle que vous cherchez à toucher. Et donc, on va placer des publicités Facebook aussi sur Instagram, en adaptant bien sûr le format, où on va adapter la pub, tu vas la mettre en carré sur Facebook, puis tu vas la rogner en 9/16 sur Instagram. Mais du coup, tu vas pouvoir faire la pub sur Instagram grâce à ta page Facebook sans compte Instagram. Est-ce que l'inverse est possible ? C'est une excellente question, je ne sais pas. Alors, spontanément, je dirais que non, parce qu'en fait, tu sais, quand tu configures les campagnes, quand tu configures ta publicité,
C'est-à-dire que tu as choisi ton placement Facebook et Instagram. Le premier truc que Facebook te demande, c'est la page associée. Et après, en fonction de ça, il va te proposer le compte Instagram si tu en as un. Si tu n'en as pas, tu peux quand même faire ta pub. Mais tu commences toujours par sélectionner une page. Donc je pense que non. Ouais. Mais c'est une bonne question, au final. Je pense que non, moi. Ok. Ça marche. Est-ce que, du coup, tu aurais d'autres subtilités à nous partager sur TikTok ? Tu nous as parlé du budget, tu nous as parlé des Smart Pages, des Spark Ads. Ouais. Il y a une autre grosse subtilité qu'on a découverte, qui est évidente en fait quand tu la connais, mais sur le coup on ne savait pas forcément. C'est que quand tu vas... donc là, quand tu as un compte TikTok organique, que tu animes déjà pour développer ton audience, etc., et que tu vas le lier à un compte TikTok Ads pour faire de la publicité, automatiquement, ton compte organique bascule du mode créateur au mode pro. Et ça, pour les autres plateformes, c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas, non. Okay. Tu vois, sur Instagram, tu peux rester en compte créateur et quand même faire de la pub, je crois, de mémoire. Ok. Je suis pas très... Enfin, il me semble que c'est possible. Pour TikTok, à partir du moment où tu vas faire de la pub avec ton compte TikTok, ton compte va automatiquement basculer en compte professionnel. Alors, tu me dis, qu'est-ce que ça change au final ? Bah oui, j'allais te demander. C'est une excellente question. Je lis dans tes pensées. Non, mais en fait, il y a un gros truc qu'il faut quand même avoir à l'esprit. C'est que quand tu es compte créateur sur TikTok, tu peux utiliser tous les sons de la bibliothèque de TikTok. Enfin, tous les sons un peu commerciaux, toutes les trends. Tendance, on dit. Ouais, c'est des sons souvent qui sont commerciaux. Tu vois, tu peux avoir des sons de Rihanna, etc. Sur des petits laps de temps qui émergent souvent grâce à des tendances. Et tu es tenté, toi, en tant que créateur de contenu sur TikTok, de les utiliser pour surfer sur la tendance. Ça marche d'ailleurs très bien. Évidemment, c'est le principe. C'est le principe. Quand tu passes en compte pro, tu n'as plus accès à ces musiques-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question des droits. Et donc, en compte pro, tu ne peux accéder qu'à une audiothèque de TikTok qui est très limitée, qui sont généralement des sons qui sont libres de droit. Et donc, du coup, tes possibilités, créatives sont très limitées. Donc ça pose quand même ce problème-là, tu vois. Et, alors du coup, bien sûr, tu peux prendre un abonnement à une bibliothèque audio payante en dehors de TikTok pour faire tes montages, mais du coup, ça génère quand même une organisation un peu plus différente. Donc à partir du moment où sur TikTok, tu vas faire de la pub et tu vas lier ton compte TikTok à un compte publicitaire, forcément, tu bascules en compte professionnel. Et ça, pareil, c'est une grosse subtilité à avoir à l'esprit, qu'on a découvert récemment, qui est évidente en fait quand tu y penses. C'est normal, tu vas faire de la pub avec une vidéo qui a été construite sur une musique commerciale qui nécessite de payer des droits. Donc, si tu l'utilises à des fins, toi aussi commerciales, tu dois payer des droits. Et donc, TikTok part du principe que tu les as peut-être pas forcément, donc il te bloque l'accès à ces musiques commerciales. Et c'est à toi après, si tu veux forcer l'utilisation de cette musique, de t'assurer d'avoir les droits pour reprendre ce contenu. Donc, si tu veux utiliser une musique de Rihanna, tu peux en théorie, si tu as son autorisation. Après, il faut connaître quelqu'un qui peut négocier les droits, puis ça coûte un petit peu d'argent. Oui. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Twitter Ads ? Twitter Ads, c'est pas mal aussi, hein, Twitter Ads. Il y a plein de choses que tu peux faire, pareil, que tu peux pas forcément faire ailleurs. Il y a un truc que j'aime bien sur Twitter Ads, que tu peux pas faire ailleurs, c'est de cibler une audience qui est similaire à celle qui suit d'autres comptes. Exemple, je suis West Digital, voilà, je ne sais pas trop à qui m'adresser, à adresser mes messages. Du coup, je vais lui donner une liste, par exemple, de mes concurrents. Alors, je ne vais pas citer de concurrents là sur le podcast, hein, parce qu'on est quand même pas, on va pas faire de la pub pour les autres. Mais je vais pouvoir donner une liste de 100 comptes Twitter, c'est maximum 100, et dire à Twitter, voilà, moi je ne veux pas forcément cibler les comptes qui suivent mes concurrents. Je veux cibler des comptes qui ressemblent dans leur comportement à ceux qui suivent mes concurrents. Parce qu'on part du principe que si je suis mes concurrents, ceux qui leur ressemblent vont peut-être s'intéresser à mon contenu. Et donc, cette possibilité de créer des audiences similaires, des lookalikes, hein, ce qu'on appelle aussi les lookalikes, ou des audiences sosies ou jumelles, peu importe, sur d'autres comptes, ça n'est possible que sur Twitter. Alors, bien sûr, sur LinkedIn ou sur Facebook, tu vas pouvoir faire des lookalikes sur tes propres abonnés.
Mais sur Twitter, tu vas pouvoir le faire des lookalikes sur des abonnés d'autres comptes. À l'inverse, sur Twitter, tu peux pas faire des lookalikes sur tes propres abonnés. Ok. Alors, mais, toi, comme quoi, il y a toujours des... Enfin, quelle que soit la plateforme, il y a toujours des petits trucs à savoir. Tu m'avais pas dit d'ailleurs que les lookalikes Facebook ne s'appelaient pas forcément comme ça sur toutes les plateformes? Oui, tout à fait. Par exemple, TikTok, les audiences similaires, TikTok les appelle les audiences sosie. Ce qui est logique, c'est des sosies, quoi. Sur Pinterest, alors là, tiens-toi bien, sur Pinterest, j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Sur Pinterest, les lookalikes, les audiences similaires, ça s'appelle les act-like. Donc, voilà, act-like. Act-like, ouais, faut être... Faut être assis quoi pour comprendre ça. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Non mais voilà, même les termes en plus entre les plateformes sont un peu différents. On y reviendra d'ailleurs sur les conseils que je pourrais donner après, mais voilà, il y a des terminologies qui sont pas les mêmes. Okay. Revenons à Twitter. On peut par exemple, sur Twitter, il y a un truc qui est très pratique aussi au-delà du ciblage, c'est la possibilité de sponsoriser des carousels mixtes. C'est quoi un carrousel mixte? D'ailleurs, il n'y a que Twitter qui le propose, je crois. Un carrousel mixte, c'est un carrousel, alors, comme on peut le faire sur Facebook ou LinkedIn, de maximum 6 contenus multimédia. Je le précise, multimédia, parce que ça a un sens, qui va expliquer ce que c'est qu'un carrousel mixte. Et dans ces 6 contenus multimédia, tu peux avoir par exemple 4 images et 2 vidéos dans ton carrousel. Et bien ça, tu peux le sponsoriser sur Twitter. C'est-à-dire que tu peux raconter une histoire avec ton carrousel, avec des images, de la vidéo, etc. C'est un peu plus interactif qu'un carrousel classique sur Facebook ou LinkedIn où c'est souvent que des images. Voilà. Et ça, tu peux le faire sur Twitter. Donc ça fonctionne assez bien et je trouve que c'est intéressant. Et sur Twitter, tu vas pouvoir, comme pour Facebook et Instagram, sponsoriser un post qui a été programmé depuis twitter.com ou la régie publicitaire de Twitter. Donc voilà, il y a des choses aussi qui sont assez pratiques sur Twitter. Il y a un autre truc que moi je vois souvent, que je trouve intéressant, c'est que quand tu veux faire par exemple de l'acquisition d'abonnés sur Twitter, tu veux développer l'audience de ton compte, que des gens viennent te suivre, la publicité qui marche le mieux, alors que c'est pas le cas forcément sur les autres plateformes, c'est la publicité où sur ton tweet, tu n'as que du texte, t'as pas d'image. Ça c'est un peu paradoxal, mais c'est un enseignement on constate à l'agence quand on fait des campagnes d'acquisition comme ça. Et ça, on ne va pas le retrouver ailleurs. Donc c'est assez spécifique. Ce qui fait que du coup, sur Twitter, c'est finalement une campagne d'acquisition d'abonnés, elle est un peu plus simple à construire. Tu réfléchis à ton texte, il n'y a pas forcément besoin d'image. Alors que sur Facebook, généralement, tu vas réfléchir à ton texte, mais aussi à l'image qui va venir accompagner le message. Ça marche. Voilà pour Twitter, il y en a sûrement... Enfin, il y en a encore d'autres, des choses, mais... Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est de bien comprendre que d'une régie à une autre, les principes sont globalement à peu près les mêmes. Je le disais tout à l'heure, il y a une audience, un placement, une pub, etc. Ça, c'est assez classique, mais ça varie quand même. Tu vois, il y a des subtilités qu'il faut quand même maîtriser. Et est-ce que tu aurais 2-3 petites choses à nous dire sur Pinterest avant de passer à tes conseils? Ouais, par exemple, sur Pinterest, tu peux pas faire de la pub si au préalable tu n'as pas passé ton compte Pinterest en compte professionnel. Okay. Toi, je disais sur Twitter, c'est sur TikTok, c'est automatique. Sur Pinterest, c'est pas automatique. Il faut d'abord fait la manip. Voilà, faut d'abord faire la manip et après tu vas pouvoir créer un compte sur le Business Hub. Enfin, voilà, donc la configuration est pas du tout la même. Ce qui est pas mal aussi sur Pinterest, c'est que tu vas pouvoir sponsoriser des épingles qui fonctionnent très bien, mais aussi des épingles d'autres utilisateurs qui renvoient vers ton site. Okay. Puisque sur Pinterest, tu peux revendiquer ton nom de domaine. Par exemple, keepitsimple.fr, on l'a revendiqué à l'agence. Et donc, si demain, un utilisateur qui n'est pas OS Digital publie une de nos infographies et renvoie naturellement vers la source qui est keepitsimple.fr, eh bien, moi, je peux décider de sponsoriser cette épingle-là. Donc, c'est quand même intéressant. Ça s'apparente un petit peu d'ailleurs à ce qu'on peut faire sur TikTok avec les Spark Ads, à ceci près que quand même, tu ne peux sponsoriser que des épingles qui renvoient vers ton site. Alors sur TikTok, tu peux sponsoriser n'importe quoi à partir du moment où l'utilisateur est d'accord. Ça marche. Voilà. Et puis après, sur Pinterest, je dirais que la grosse différence, c'est que ce qui marche très très bien, c'est les campagnes de trafic. Parce qu'on est quand même sur un réseau social qui a plutôt tendance à fonctionner comme un moteur de recherche.
Et donc, c'est vrai que dans la manière de l'utiliser, on va plutôt aller sur ce type de campagne de génération de trafic, comme on le ferait un peu sur une campagne Google Ads, par exemple. Donc, on va être un peu sur un format hybride à mi-chemin entre Google Ads et vraiment des social ads à part entière. Sur TikTok, c'est un peu... sur Pinterest, c'est un peu cette différence-là qu'on va avoir. Ok. Et j'ai une question, mais du coup, je sais pas si tu comptais en parler après, mais je la pose, tant pis. Je pense aux dark posts. Ouais. C'est possible de faire des dark posts sur toutes les plateformes ? À ma connaissance, oui. Alors, un dark post, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un post qui ne s'affiche pas sur votre fil d'actualité en tant que page. Hein, il n'est visible que par les personnes qui sont ciblées par la publicité. Ouais. On peut le faire sur Facebook, on peut le faire sur Instagram, on peut le faire sur LinkedIn, on peut le faire sur Twitter, on peut le faire sur TikTok et on peut le faire sur Pinterest. Donc oui, on peut faire c'est une bonne question. On peut faire des dark posts sur toutes les plateformes. Ok. Bon, alors du coup, ce n'était pas une subtilité, tant pis. Non, mais c'est bien de le savoir, par exemple. Alors par contre, on peut pas faire tous les mêmes types de dark posts en fonction des plateformes. Oui. Mais de manière générale, oui, effectivement, c'est un peu comme les pixels, les tags à installer sur les sites. De manière générale, ça, quelle que soit la plateforme, on peut le faire. Ça marche. Alors du coup, vas-y, partage-nous tes petits conseils pour s'en sortir parmi toutes ces subtilités social ads. Alors, je dirais que le premier conseil, si vous êtes sur plusieurs régies publicitaires, par exemple sur Facebook, LinkedIn et TikTok, c'est de vous créer des tableaux d'équivalence en termes sur les termes employés, la terminologie, et les fonctionnalités possibles, pas possibles. Exemple, tu te crées un tableau d'équivalence avec les équivalences de terminologie pour parler des audiences personnalisées et des audiences similaires. Parce que tu vois, sur LinkedIn, on va parler de matched audience, alors que sur Facebook, on va parler d'audience personnalisée. Et on parlera d'audience personnalisée aussi sur TikTok. À l'inverse, pour les audiences similaires, on va parler d'audience similaire pour Facebook et LinkedIn, mais on va parler d'audience sosie pour TikTok. Donc, c'est bien d'avoir des tableaux d'équivalence comme ça, à la fois pour les terminologies, mais aussi même pour les fonctionnalités. Par exemple, dans ton tableau, dire « Peut-on sponsoriser un post qui a été programmé ?» Oui pour Facebook, non pour Instagram, non pour LinkedIn, oui pour TikTok. Voilà. Donc, je pense que c'est important d'avoir des tableaux d'équivalence. Je te dis ça là, mais on n'en a pas encore à l'agence, mais c'est en préparant l'épisode où je me dis non, clairement, il faut en avoir. Parce que quand tu as l'habitude d'en faire, tu arrives à faire la connexion, mais quand quelqu'un de nouveau rentre sur le sujet social ads, il faut avoir ce tableau-là sous les yeux. Il y a énormément de choses à... Voilà, ne serait-ce que sur les termes, tu vois. Des fois, même nous, en interne, on parle des lookalike, et puis, alors je te dis, au fait, Gwen, t'as fait ton audience lookalike. Puis en fait, on parle d'une lookalike dans TikTok qui est en fait une audience sosie, donc il faut qu'on comprenne en fait. Tu vois, il y a un peu un traducteur. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est d'avoir des tableaux d'équivalence en interne. Parce que ça peut être vite déroutant. Et un lexique. Et un lexique, ouais, carrément. C'est comme le terme audience. Oui, exactement. C'est quoi une audience ? Tout à fait. Et pareil, dans ton lexique, tu peux avoir aussi la définition des indicateurs que tu vas suivre. Tu vois, c'est quoi un ROAS par exemple ? On en a parlé dans l'épisode 25, mais concrètement, c'est quoi et ça sert à quoi et comment on le calcule ? Donc oui, je pense que tableau d'équivalence lexique, ça je pense que c'est fondamental. Il y a des indicateurs identiques qui ne portent pas les mêmes noms en fonction des plateformes ? Oui, évidemment. Évidemment. Sur Facebook, par exemple, si tu veux regarder, tu fais une campagne de noto, donc du coup tu vas suivre ce qu'on appelle anciennement la portée, qui s'appelle maintenant couverture sur Facebook, donc le nombre de personnes uniques atteintes, alors que sur LinkedIn, de mémoire, on va parler de portée. Donc, c'est la même chose, c'est bien le même indicateur, mais qui porte deux noms différents. On en parlait, je crois d'ailleurs, avec Benjamin sur l'épisode sur les KPI, il y a maintenant 2 ans, où on constatait déjà que même les KPI organiques, d'une plateforme à l'autre, ne portent pas le même nom, ils ne sont pas calculés de la même manière. Oui. Là, c'est un peu pareil aussi sur les plateformes sociales. Il y en a un autre, tu vois, moi qui me frappe à chaque fois, c'est que sur Facebook, tu peux suivre les clics uniques sortants, donc genre une personne a cliqué sur ton lien pour aller sur ton site, alors que sur LinkedIn, tu peux suivre que les clics. Donc tu sais pas si vraiment l'utilisateur est sorti de la plateforme. Tu vois, donc du coup, tu peux pas comparer les deux indicateurs, c'est pas les mêmes. Oui. Donc oui, il y a aussi des différences terminologiques et méthodologiques entre les indicateurs. Alors, après, une fois que tu les connais, que tu les as notés dans ton tableau d'équivalence, franchement, après, ça roule, mais
il faut quand même faire ce travail-là. Chose que je suis en train de faire pour l'agence. Petit spoil pour les membres de l'agence qui nous écoutent. Du coup, il y a un deuxième conseil qui découle un peu de celui-là, lexique, tableau d'équivalence, c'est d'être très très rigoureux dans ce qu'on fait. Rigoureuse, parce que en fait, la moindre petite erreur que tu vas faire quand tu fais des social ads, ça peut vite foutre le bordel. Tu vois, un exemple que nous, on vit de temps en temps. Alors, c'est plus le cas maintenant sur LinkedIn, mais à l'époque, ça l'était. Tu fais un post organique sur la page LinkedIn du client et tu as mis 5 emojis. Parce que la personne qui a rédigé le post, c'était joli, elle mettait 5 emojis, c'était assez sympa à mettre en avant. Il y a plusieurs mois, si tu voulais sponsoriser ce post-là, que tu essaies de le sponsoriser et qu'il était du coup rejeté par la plateforme, tu pouvais plus le modifier. Et donc, tu pouvais plus sponsoriser ce post organique. Il fallait que tu en refasses un dark post. C'était très chiant. Bon, aujourd'hui, sur LinkedIn, tu peux maintenant modifier un post organique qui a été refusé si tu as minimum 500 abonnés, toi, haute subtilité. Non mais, voilà. Donc, ce qui veut dire que il faut être très rigoureuse dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, avant de concevoir sa campagne, de prendre des pubs, de les sponsoriser, de sponsoriser des posts organiques ou de faire des dark posts, c'est de dire, quand je fais ça là, pour LinkedIn, quand je fais ça pour TikTok, est-ce que je peux le faire? Alors si tu sais pas, tu testes, puis tu vois, puis après tu documentes, c'est mon troisième conseil, qui viendra juste après. Et si tu le sais, en fait, c'est que tu as commis une erreur, quoi. Et du coup, ça va foutre le bordel, parce qu'il va falloir tout recommencer à zéro. Donc, il faut être assez minutieux, quoi, quand tu fais ce travail-là. Mais une fois qu'on a l'habitude, après, ça roule. Voilà, c'est juste la question de la rigueur, je pense qu'elle est vraiment hyper essentielle. Tu peux pas faire des social ads si tu as un peu tête en l'air, quoi. C'est pas possible, ça ne marche pas. Troisième conseil, j'en parlais juste avant, c'est documenter ce que tu observes, ce que tu apprends. Cette histoire-là de je ne peux pas modifier un post qui a été rejeté en publicité sur LinkedIn, sauf si la page a 500 abonnés, je le sors pas comme ça de ma tête. Je le sais parce qu'on l'a vécu, qu'on comprenait pas pourquoi c'était possible pour un client et pas pour un autre, et que du coup, en échangeant avec le support, on a appris ça. Bon, ça, on l'a documenté. Tu vois, on le documente et on fait en sorte que tout le monde en interne qui gère les social ads soit au courant de cette subtilité. Comme la question des 4 emojis dans l'accroche. Voilà, exactement. Tu vois, il y a une époque, il y a 2 ans, LinkedIn, c'était 3 emojis maximum. Là, depuis je ne sais pas quand, c'est 4. J'ai changé le support qui m'ont dit, non, mais en fait, c'est 4. Ah bon, ok, on le savait pas, mais... T'as un petit bonus d'un emoji supplémentaire tous les 2 ans. Non, mais voilà, et c'est comme sur LinkedIn, je reviens encore là-dessus, mais l'histoire des posts qui font maximum 600 caractères. Mais ça, c'est nouveau, je sais pas de quand ça date. Avant, on n'avait pas de limite. Maintenant, on a une limite. Voilà. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais donc il faut le noter, ça, il faut le documenter. Et donc, il faut s'assurer que toutes les personnes qui gèrent des social ads soient au courant de ça. C'est marrant qu'ils aient limité ça depuis, alors qu'on voit de plus en plus de posts très longs. Exactement. Enfin, ouais, ok. Non, mais c'est paradoxal, parce qu'en plus, en organique, LinkedIn, on est passé de 1300 caractères à 3000. Ouais. Tu vois, sur un post. Du coup, pourquoi on réduit la taille des posts qu'on peut sponsoriser à 600 ? Enfin, voilà. Des fois, il y a des choses qui nous échappent aussi. On ne peut pas donner du sens, tout interpréter. C'est comme ça, ce sont les règles. Mais du coup, la question de la doc, elle est hyper importante. Et puis, je dirais, enfin, il y a 2 derniers conseils. Il y en a un qui est assez costaud, puis le dernier, il est un peu plus rapide. C'est d'accepter, en fait, de remettre en question ses certitudes. Tu vois, cette histoire de LinkedIn qui change un peu les règles du jeu, ça arrive tout le temps. Mais Facebook, c'est pareil. Le business manager, il évolue tout le temps. Et alors, j'ai pas la référence exacte, mais je sais qu'il y a quelque chose qu'on pouvait faire sur Facebook qu'on ne peut plus faire depuis très peu de temps. Ah si, c'est l'histoire des audiences par intérêt. Tu sais, il y a des intérêts qui ont disparu dans le business manager. Ah ouais, il y en a énormément. Hein. Voilà, là, en février-mars, ils ont fait un grand ménage. C'est extrêmement chiant. Ah ouais, non, parce qu'il faut tout modifier après derrière dans ce que tu as l'habitude de faire. Ouais. Il faut modifier toutes tes audiences. Et quand pour certaines marques, tu en as beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup de choses à modifier. Exactement. Et donc, du coup, quand on interroge Facebook, le support Facebook avec lequel on est en contact, ils nous disent, oui, mais en fait, la plateforme, elle s'améliore de jour en jour. Et donc, ce qui était valable il y a 6 mois, c'est plus valable aujourd'hui. Donc, il faut accepter ça, en fait. Il faut accepter d'être constamment remis en question et de se dire, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, quoi. Voilà. Et ça,
il y a des personnes qui n'apprécient pas ça du tout. Toi qui aimes bien, une fois qu'ils maîtrisent, on est toujours dans le même schéma et voilà. Là, sur les social ads, c'est pas du tout ça. C'est déjà le cas d'ailleurs sur le social media pur, en organique. Oui. Mais c'est encore plus vrai en social ads. Et du coup, le conseil que je donnais sur la partie de l'épisode 25 sur aussi faire de la veille sur l'évolution des plateformes, il s'applique là aussi, sur cet épisode des subtilités. Et il y a un dernier petit conseil, un petit truc quand même qu'il faut savoir. On est rendu à combien là ? Non, sur les conseils, j'en ai 5. Non, il y a un dernier petit conseil quand même qu'il faut savoir, c'est que le Business Manager sur Chrome fonctionne très bien. Mais par contre, Pinterest, Twitter, TikTok, la partie publicitaire, la régie publicitaire, elle fonctionne pas très bien sur Chrome. Ouais. Et du coup, elle fonctionne beaucoup mieux sur Firefox. Donc typiquement, quand tu vas faire de la pub sur TikTok, moi je vais lancer Firefox. Ah oui. Voilà, donc ça c'est des trucs aussi qu'il faut savoir. Ça veut dire que t'as dit quelle plateforme ? les plateformes c'est Pinterest, Twitter, LinkedIn et TikTok. Ah ouais. Elles sont beaucoup plus stables sur Firefox. Tu vois, t'as beaucoup plus de bugs sur Chrome. Ne me demande pas pourquoi. Je peux même pas vraiment dire, mais moi j'ai souvent eu le cas par exemple sur LinkedIn où ça se chargeait mal sur Chrome. TikTok, n'en parlons pas, ça charge en continu, en boucle, et quand je les lance avec Firefox, ça marche très très bien. Voilà, donc il faut avoir cette souplesse de se dire, ok, telle régie pub, elle marchera mieux sur Firefox. C'est marrant, j'ai jamais eu le souci moi pour LinkedIn. LinkedIn, ça commence à aller mieux. Même Twitter, j'ai pas remarqué. Ça commence à aller mieux, là. Ça commence à aller mieux. Mais alors sur TikTok, par contre, là, c'est l'enfer. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon ? Ouais, c'est bon, j'ai bien déjà entendu des conseils. Ça marche. Je crois que tu m'as soufflé dans l'oreillette avant de commencer l'épisode que tu n'avais pas spécialement d'erreurs à nous partager, puisque bon là on est sur un format qui se prête pas forcément aux erreurs à ne pas commettre. Du coup, je te propose de nous raconter l'anecdote à laquelle tu as dû réfléchir qui t'a fait te dire que le sujet du jour était très important. En fait, l'anecdote, c'est, je pense, une situation vécue par beaucoup de monde. Et d'ailleurs, quand on voit l'évolution de nos confrères, de nos homologues, nos consoeurs, et de leur positionnement, je pense que c'est quelque chose que vivent beaucoup de personnes. C'est-à-dire que beaucoup débutent par Facebook, par la pub, juste sur Facebook, tu vois, pour annoncer sur Facebook. Parce que c'est assez accessible. Facebook a une partie avant d'aller sur le Business Manager qui te simplifie la vie avec les boosts. Donc, c'est un bon moyen de débuter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a commencé à faire la pub pour nos clients sur Instagram, on a été confronté aux subtilités entre Facebook et Instagram, alors que c'est la même maison et le même outil. Puis après, quand on est allé sur LinkedIn, il y a à peu près 2 ans, 3 ans, enfin bref, on a été confronté aux subtilités LinkedIn. On s'est dit, en fait, la manière dont on travaille sur Facebook, les principes sont à peu près les mêmes, mais déjà, tu vois, l'histoire entre Facebook 3 niveaux et LinkedIn 2 niveaux, ça remet en question beaucoup de choses. Puis après, on est parti sur Twitter, puis après on est parti sur Pinterest, puis après on est parti sur TikTok, et à chaque fois qu'on va sur une nouvelle régie pub, on est confronté à de nouvelles subtilités. Et donc, c'est à partir du moment où on est sorti de Facebook à 100% en termes d'annonces publicitaires, où là on a été confronté au problème. Et quand on voit l'évolution d'ailleurs des agences, des freelances spécialisés dans les social ads, beaucoup étaient spécialisés uniquement dans Facebook, se sont élargis à Instagram et commencent maintenant à dire on fait aussi de la pub sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, mais pas beaucoup, parce que forcément ils sont en phase d'itération, ils testent, ils découvrent les subtilités. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a frappé, qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'est pas parce qu'on maîtrise le Business Manager pour Facebook qu'on sera à l'aise pour faire de la pub sur d'autres plateformes. Il y a quand même une grosse phase de test et d'apprentissage. Très bien. Eh bien, je pense que c'est le moment de conclure cet épisode. Alors, tu as préparé ta conclusion cette fois ? J'ai préparé ma conclusion cette fois, je me suis fait avoir la dernière fois, donc j'ai préparé. Alors, il y a 3 mots, et je pense que le premier, c'est la patience. Non, parce que il faut être patient en fait quand tu vas te lancer sur une nouvelle régie pub, parce qu'il faut partir du principe que tu as un apprentissage à faire. Ensuite, le deuxième terme, c'est la persévérance. C'est-à-dire que, en fait, tu vas découvrir tellement de subtilités, tu vas tellement être confronté à des problèmes, des murs, etc., qu'il faut persévérer. Et au bout d'un moment, après, tu seras à l'aise, ça ira mieux. Mais il ne faut pas se démotiver, quoi. Parce que sinon, si tu te démotives au moindre problème, parce que le fonctionnement entre LinkedIn et Twitter et TikTok n'est pas du tout le même, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Mais si par contre, tu es capable de persévérer, tu y arriveras.
Et le troisième mot, c'est la documentation. Il faut vraiment documenter en fait ce que tu vois, ce que tu observes, ce que tu apprends, parce qu'en fait ça va tellement vite et il y a tellement de petites subtilités que tout ça, il faut que tu le notes. Tu peux pas avoir tout dans ton cerveau, c'est pas possible. Que tu travailles seul ou en équipe, il faut documenter à un moment donné. Et il y a beaucoup de personnes, j'en parle souvent dans les épisodes de podcast, qui détestent documenter. Que pour eux c'est une perte de temps d'écrire ce qu'ils apprennent. Sauf que en fait à long terme, c'est une perte de temps sur le moment peut-être, mais c'est un gain de temps pour le futur. En fait, il faut le voir comme un investissement. Tu vois, j'investis 1 heure de mon temps pour documenter ce que j'ai appris, parce que derrière, ça va peut-être me faire gagner 10 minutes tous les mois. Quand tu réfléchis comme ça, 10 minutes tous les mois, ça veut dire qu'en 6 mois, tu as rentabilisé ton investissement. Temps. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à prendre ça en considération, qui se disent « la doc, c'est chiant, j'en fais pas ». Or, c'est un vrai investissement et c'est aussi comme ça que tu vas aussi être plus efficace au quotidien. Très bien. Merci à toi pour tout ça. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Je me doute. Écoute, je vais te dire à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt à nos auditeurs. À bientôt tout le monde. À bientôt pour un prochain épisode du pod. Salut. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.